C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, Poutine, grand gagnant, front, négociation, Poutine, grand gagnant. On entend victoire pour Poutine ces dernières heures depuis la réunion avec les émissaires des États-Unis au Kremlin. Alors certes, le Kremlin joue au chat à la souris avec les Américains, mais pour autant, les jeux sont-ils faits ? Quoi qu'il en soit, Poutine, inflexible, gagne du temps, pousse son avantage sur le front. En novembre, mois d'intenses tractations diplomatiques, la Russie a lancé 5660 missiles et drones. Elle a pris 701 km² aux Ukrainiens. Elle revendique Pokrovsk. Qu'en est-il ? Nous ferons le point, vous le savez bien évidemment. Et faut-il s'inquiéter d'une extension du domaine du conflit au-delà de la mer Noire ? Un cargo turc lié aux intérêts russes a été ciblé au large du Sénégal. L'affaire prend de l'ampleur. Mais d'abord donc, Poutine tout-puissant, maître du jeu. Poutine a la main et fixe le prix, et notamment celui de la paix. Écoutez, regardez. Ils ont parlé pendant près de 5 heures. Et les Russes n'ont pas bougé d'un millimètre et nous menacent. Et donc, ça montre à quel point nous sommes dans une impasse. Poutine n'a aucune envie de négocier quoi que ce soit. Il utilise ces négociations juste pour manipuler Trump. Ils ne sont pas venus négocier. Ils sont venus écouter. Je pense que le but de Poutine ce soir, c'est de dire à Witkoff et à Kushner, dans votre sac, là, vous avez la tête, la queue et les oreilles de Zelensky. Donc ils vont dire, pas tout à fait, pas encore. Bon, alors, on va se mettre d'accord. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Schepard-Salam. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, spécialiste défense et sécurité. Bonjour Colonel Pernoyong, merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique. Lucas Manger, ravi de vous recevoir bien évidemment. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Et toujours heureuse de vous recevoir également. Grégory Phillips, rédacteur en chef international LCI, légèrement occupé en ce moment. Et dans quelques instants, nous recevrons Stéphane Courtois, historien et co-auteur du livre noir de Vladimir Poutine. Le grand dossier front négociation, Poutine grand gagnant, c'est donc parti. Alors pour commencer, le chat et la souris, le chaud et le froid. Oui, Washington rapporte des progrès dans les négociations avec Moscou. Marco Rubio, secrétaire d'État américain. Nous avons essayé et je pense que nous avons fait des progrès pour trouver un terrain d'entente acceptable pour les Ukrainiens, qui leur garantissent leur sécurité future et qu'ils ne seront plus jamais envahis, qui leur permettent non seulement de reconstruire leur économie, mais aussi de prospérer et de devenir un pays à l'économie florissante. Oui, enfin, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça quand on écoute les Russes. Alors certes, sur X, l'émissaire du président russe, Dmitriev, a salué des discussions productives. Il a mis une petite colombe de la paix, regardez, sur son message. Mais toute autre ambiance, quand on regarde ce que dit Yuri Utchakov, qui est conseiller du Kremlin, nous ne sommes pas plus proches de résoudre la crise en Ukraine, a-t-il dit, regardez. Nous avons pu nous mettre d'accord sur certains points et le président l'a confirmé à ses interlocuteurs. D'autres points ont suscité nos critiques et le président n'a pas caché notre position critique, voire négative, sur un certain nombre de propositions. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de compromis, mais certaines solutions américaines sont plus ou moins acceptables et nous pouvons en discuter. Tout ça pour ça ? Tout ça pour rien ? Lucas Manger, rien. Il n'y a rien, et le visage même, ici, même sans l'entendre, Utchakov dit tout. Il n'y a rien. Il est froid, il est les mâchoires serrées, il est tendu. Même lui semble considérer qu'en fait, il n'y a rien qui a bougé. 5 heures de discussion pour rien, et on remet Zelensky contre le mur. Je vous reposerai la question, mais c'est une claque. Une porte qui a claqué au nez des Américains. C'est vécu comme ça, c'est une humiliation, une gifle. Ils le vivent comment, les Américains? Alors pour l'instant, je les trouve assez silencieux. Alors, clairement pas productifs, comme disait Kirill Dmitriev. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Alors, on ne sait pas de quoi ils ont négocié totalement, parce qu'entre les 28 points et les 19 points, on ne sait pas exactement ce qui a été retenu par des Américains. Après, on a quand même cette impression que les Américains qui veulent, et le Wall Street Journal, on a beaucoup parlé de leurs envies commerciales, mais qui ne comprennent toujours pas les lignes rouges de Poutine et à quel point ces lignes sont absolument immovibles. Oui, définitivement, on va le raconter dans un instant. Les lignes rouges, ça c'est la chose la plus claire qui soit ressortie de cette réunion. Avant d'en parler avec vous, Grégory Phillips, on prend la direction de Moscou. Charles Diveau, bonjour et merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Poutine a-t-il l'impression d'avoir gagné? Et en somme, est-ce le récit des Russes après cette rencontre?
Alors le récit, en tout cas des médias russes, il reprend presque mot pour mot le récit du Kremlin, à savoir que la réunion a été très productive. D'ailleurs, beaucoup de médias ici précisent que si elle a duré aussi longtemps, 5 heures, vous le disiez, cela prouve l'engagement des deux pays à essayer de trouver une solution pacifique au conflit. Alors on ne parle pas de victoire. Pour autant, ce qui faut bien comprendre, c'est qu'à travers le fait qu'il n'y ait pas encore de compromis, eh bien Vladimir Poutine gagne du temps. Il va pouvoir continuer à jouer la montre, continuer l'offensive sur le territoire ukrainien pour potentiellement revenir à la table des négociations, mais avec un peu plus de territoire. En tout cas, les négociations, nous dit-on, vont continuer avec les États-Unis. Merci infiniment Charles Liveau, merci d'avoir été avec nous. Alors effectivement Elisabeth, est-ce que l'objectif c'était pas du tout de négocier pour les Russes mais de transmettre un certain nombre de lignes rouges directement sans personne autour de la table, Américains, Russes, voilà. Dites à Trump en rentrant à Washington que c'est ça ce que nous voulons. Ce sont les informations en tout cas de NBC News. On va les voir un peu plus près ensemble. Grégory Phillips. Grégory, dans ces lignes rouges, 3 lignes rouges qui seraient maintenant très très nettes sur la table face aux Américains. 2 points, Grégory, concernent les territoires. Oui, alors effectivement, d'abord 2 questions territoriales très importantes. Ce que veulent les Russes, et c'est sans doute le message qui a été envoyé à Trump via ses 2 émissaires à leur retour à Washington, c'est d'abord le contrôle de tous ces oblasts, y compris les oblasts qui n'ont pas encore été conquis par la force. Vous savez que c'est évidemment inacceptable pour les Ukrainiens qui se battent pour ces terres depuis presque 4 ans maintenant. Poutine veut tout le Donbass, c'est clair. Il veut tout Donetsk. Il a déjà Louhansk. Regardez, Louhansk occupé à 99%. Il veut l'intégralité de Donetsk, il veut tout le Donbass. Ça, c'est la première question territoriale, sans doute la ligne rouge que Poutine a fixée à nouveau auprès des Américains. Et puis l'autre ligne rouge qui concerne des questions territoriales, c'est qu'il veut la reconnaissance de l'annexion de ces territoires, la Crimée, ces 4 oblasts. Vous savez que c'est dans la balance. La presse britannique, il y a quelques jours, disait que Trump envisageait de reconnaître par les États-Unis l'annexion de ces territoires, ce qui évidemment serait totalement contraire au droit international et totalement contraire à la doctrine américaine de territoire conquis par la force. Mais c'est ce que Poutine réclame en tout cas. Et il y a une 3e ligne rouge qui se confirme nettement. Ça concerne l'armée ukrainienne, Grégory. Oui, la réduction de la taille de l'armée ukrainienne. Vous savez qu'on estime qu'elle compte à peu près 800 000 hommes aujourd'hui. Dans le plan 28 points qui certes a été modifié, certes corrigé, il était question d'une réduction de l'armée à 400 000 hommes ou 600 000 hommes. Poutine remet ça sur la table, tout simplement parce que l'armée ukrainienne, c'est la première des garanties de sécurité. C'est la première garantie pour Kiev que, une fois le cessez-le-feu acté, il n'y aura pas de tentative de reconquête par les Russes. Poutine dit non, je ne veux pas de troupes internationales en Ukraine, je ne veux pas de troupes de l'OTAN, ça on le savait, mais je ne veux pas aussi d'une armée ukrainienne suffisamment dimensionnée pour résister à une nouvelle agression. Merci Grégory. Alors est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Pour dire que l'objectif de Poutine, c'était pas la négociation, c'était de transmettre les lignes rouges sans intermédiaire. Encore une fois, rentrer à Washington et dire bien à Trump que là-dessus je ne bougerai pas. Vous savez, dans cette séquence qui est assez étrange quand même, après cette espèce d'enthousiasme qui précédait en fait cette réunion, en fait, c'est le sommet qui fait pchit. Mais pourquoi? Parce que c'est 2 mondes qui sont tellement différents l'un de l'autre. De l'un côté, vous avez la diplomatie du tam-tam qui est celle de Trump. Bon, c'est un échec, ça fonctionne pas, puisqu'on voit bien qu'on est ici devant un mur. Puis de l'autre côté, je pensais au film de Kurosawa, qui est le film de Kagemusha des années 80, cette espèce d'empereur japonais qui bouge jamais. En fait, il gagne la guerre, et au moment où il bouge, c'est le moment où il perd la guerre. Et quelque part, en fait, Kagemusha, c'est Poutine. Poutine, il bouge pas, il attend, et tout ça joue autour de lui. En fait, depuis le début, on dit que c'est le maître des horloges, et il l'est effectivement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les Américains ont un vrai problème, c'est qu'ils doivent changer complètement de modèle pour revenir dans la balance et pouvoir renégocier quelque chose. Donc en fait, on repart à zéro. Grégory, puis je viens vers vous juste. Il est clair que Poutine mène la danse, mène le bal. Il y a un détail qui n'en est pas un, c'est que normalement, au lendemain de cette réunion au Kremlin, il devait y avoir une rencontre entre les émissaires américains qui, rentrant à Washington, devaient faire une étape en Europe, peut-être on disait à Bruxelles, enfin, c'était la rumeur la nuit dernière, pour rencontrer Zelensky et pour lui raconter la réunion, en disant voilà de quoi on a discuté. Et Outchakov, à la fin de la rencontre, donc tard hier soir à Moscou, a dit non, les Américains nous ont promis qu'ils rentreraient directement à Washington. Ils nous ont promis qu'ils rentreraient directement à Washington. Sous-entendu, ils prendront même pas la peine d'aller informer Zelensky de ce qui s'est raconté ce soir. Et ça, c'est les Russes qui l'ont décidé. Et Witkoff et Kushner se sont exécutés. L'avion, il a fait
Moscou. Washington, il ne s'est pas arrêté à Bruxelles. Oui, je voulais m'arrêter justement sur cette histoire. Elle est très importante, la petite histoire dans la grande, elle en dit long. Ça raconte effectivement à quel point, on va être très direct, mais Witkoff est bel et bien la marionnette de Poutine et Trump l'idiot utile du Kremlin. Qu'il ait à ce point la main sur leur agenda, non, ce ne sera pas Zelensky, on vous l'interdit ? Alors, il y a deux choses. D'abord, on parle de diplomatie, mais en fait, ce n'est pas des diplomates. Non. Ils n'ont aucune connaissance véritable. Leur connaissance de la Russie, c'est une connaissance commerciale, mais tout ce qui est diplomatie, et il y a des gens... on parle beaucoup de reverse Kissinger, par exemple, pour cette administration, mais absolument pas, parce que Kissinger avait la connaissance, ils avaient la capacité. Ce type de manipulation passe aussi parce qu'on est face à des gens qui ne maîtrisent pas leur dossier de la même façon que, on va dire, des diplomates plus traditionnels. Très clairement, pour moi, Witkoff est une marionnette. Il y a beaucoup de discussions aux États-Unis de cette capacité de Witkoff à en gros, accepter le narratif russe jusqu'à le document des 28 points qui, plus ou moins, un document russe qui a été traduit. Et on le voit dans la division, il y a quand même une division au sein de l'administration entre, on va dire, Rubio et une certaine partie de l'administration qui n'accepte pas ce type de manipulation, et ceux qui sont envoyés, Rubio est quand même celui qui est manquant dans cette réunion, et ceux qui sont envoyés, notamment Witkoff, qui semble être la marionnette assez... il accepte ce rôle de marionnette. Witkoff et Kushner, gendre du président américain. Tout à fait. Souvenez-vous, la semaine dernière, on discutait ici même de ce coup de fil entre Witkoff et Outchakov, et on avait l'impression que on pouvait se poser la question de savoir si Outchakov se moquait pas un peu de Witkoff et l'utilisait pas. C'est compte rendu de conversation qui avait été révélé par l'agence Bloomberg. Mais là, on en a la preuve, c'est qu'en fait, il les manipule complètement. Le seul espoir qu'il peut y avoir, c'est qu'aux États-Unis, pour poursuivre ce que disait Elisabeth, des professionnels et des républicains se disent ça va un peu loin cette affaire. Ça va un peu loin dans le sens où là éclate au grand jour le fait que Poutine mène complètement la négociation. Enfin, c'est même pas la négociation, la discussion. Il n'y a pas de négociation. Et que d'une certaine manière, ça peut fragiliser les États-Unis. Ce que Poutine sait parfaitement, et son équipe, Poutine, je vous rappelle, il n'a pas de problème de temps. Lui, il est président au moins jusqu'en 2036. Alors que Donald Trump, il va devoir faire face à des élections. Il a une popularité en baisse. Il y a plein d'autres dossiers. Les élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat, bien sûr, dans un an, en fait. Dans moins d'un an maintenant, et que les sondages, il y a eu quelques élections partielles, dont une le week-end dernier dans le Tennessee, je crois, qui est pas bonne du tout pour les Républicains, même s'ils ont gagné, mais beaucoup plus faiblement qu'ils auraient pu le faire. Donc il y a quand même une inquiétude chez des Républicains. Rubio, qui pouvait apparaître comme le professionnel de la bande, n'est pas dans les discussions, et on a l'impression qu'il se range là. Il se met dans sa petite boîte et il ne bouge plus parce qu'il a peur de sauter. Donc il y a quand même un climat extrêmement étrange, mais peut-être que je suis trop optimiste comme toujours. Je me dis qu'il y a peut-être aux États-Unis des gens qui vont dire stop. Là, on peut pas non plus imposer à Zelensky un plan russe. Donc Poutine continue à jouer avec et les Européens regardent malheureusement et là peuvent pas faire grand-chose. Oui, allez-y, Elisabeth. Moi, je voulais rajouter, il y a des républicains qui s'en rendent compte, on le sait, mais aujourd'hui, il y a un climat de peur, de menace sur les républicains, de la part de leur propre administration, de leur propre base, qui font qu'il y en a beaucoup qui se taisent pour pas simplement pas sauter, mais pas être menacés. On l'a entendu avec Marjorie Taylor Greene, on a entendu avec d'autres, c'est quand même assez inquiétant. On parle des États-Unis quand même. Non, mais ce que vous dites là, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Tout en sachant que quand même les sondages montrent que les Américains, même les républicains, soutiennent l'Ukraine. Donc il y a quand même une véritable dissonance. Colonel, et puis on écoute Peskov juste après. Je suis étonné par le niveau. Le premier, il y a un décalage énorme. D'un côté, vous avez un chef d'État qui s'appelle Poutine. De l'autre côté, vous avez un représentant de l'autre chef d'État. Donc il y a un décalage énorme. Ils ne sont pas à niveau. Dans toute négociation, c'est toujours à niveau. On part avec des diplomates d'un certain niveau, on va remonter, puis on finit en finale avec les chefs d'État. Là, il y a un décalage énorme. Donc il n'y avait aucune chance que cette discussion soit favorable, ou en tout cas s'équilibre avec les Américains. Il n'y avait aucune chance. Il y a un chef d'État, il y a un protocole, et donc il va affirmer sa prééminence, évidemment, sur un conseiller du président Trump. C'était logique. Je ne vois pas pourquoi. C'est vrai qu'on a pensé mais c'était impensable. Dans les déclarations du côté russe, on a donc, je le disais, Dmitri Peskov qui va dire non, on n'a pas rejeté le plan américain. Nous, on préfère la discrétion. Oui. Nous pensons qu'il vaut mieux mener les discussions dans le calme. Nous ne sommes pas favorables à la diplomatie du mégaphone. Nous constatons que les Américains partagent également cette position. Un échange direct d'opinion a eu lieu hier pour la première fois.
Certaines choses ont été acceptées, d'autres ont été rejetées comme inacceptables. Il s'agit d'un processus de travail normal dans la recherche d'un compromis. Je vous voyais réagir, Grégorien. Alors, pour le coup, on ne sait pas effectivement ce qui a été discuté. Enfin, on se doute notamment des lignes rouges qu'on a évoquées en début d'émission, mais on ne sait pas quelles sont les conclusions des discussions d'hier soir. Est-ce qu'ils sont tombés d'accord sur certains points? Est-ce que il y a eu de la part des Américains des attention, ça vraiment, on n'arrivera pas à faire passer la pilule peut-être aux Européens. Et ça, on devrait peut-être le savoir dans les prochaines heures ou prochains jours, quand Witkoff et Kushner rendront compte à Trump et peut-être à Marco Rubio s'il est encore dans la boucle. Mais effectivement, on ne sait pas quelle est l'avancée des discussions. En fait, dans cette diplomatie qui discrète selon Peskov, il a quand même fallu que ce soit des fuites organisées sur le plan en 28 points, organisées sans doute ou peut-être par des membres de l'administration américaine qui se sont dit c'est pas possible, là il vaut mieux révéler ça dans la presse parce que le plan est tellement pro-russe que c'est scandaleux. Et pour l'instant on a des bribes comme ça, des fuites organisée, orchestrée pour essayer d'empêcher la capitulation de l'Ukraine. Je rajouterais dans ce plan, et peut-être effectivement ça vient de l'administration, parce que dans ce plan, il y a des choses qui vont devoir passer par le Congrès. Je pense notamment enlever les sanctions, des choses comme ça. Et il y en a qui ne sont pas contents. Donc il y en a qui aussi ont l'intérêt de faire capoter en quelque sorte. Et je voudrais rendre à Georges Barros de l'ISW, de l'Institut pour l'étude de la guerre, ce qui revient à Georges Barros pour l'ISW, quand il rappelle ces dernières heures, comme Poutine rejette absolument tout, mais il faut le visualiser pour l'avoir bien en tête. Mars 2025, c'est le feu de 30 jours, rejeté. Mai 2025, Poutine rejette à nouveau la trêve de 30 jours. Juillet 2025, la Russie rejette l'ultimatum de 50 jours pour une trêve donc. Et décembre 2025, la Russie rejette le plan de paix américain. Il y avait ce titre de presse ce matin, le Kremlin joue au chat et à la souris avec les Américains. C'est ça l'affaire ? C'est ça l'affaire. Et puis dans la liste, là, on a oublié Anchorage. Anchorage en plus, qui était une mise en scène spectaculaire par les Américains, avec un Donald Trump qui annonce à la télévision qui confond l'Alaska et la Russie. Enfin, c'était tout un show, souvenez-vous, à la fin du mois d'août. Tout ça est un échec complet. Effectivement, la succession que vous venez de montrer à l'image et que vous venez d'égrener est terrifiante. C'est-à-dire que comment est-ce que, en fait, Poutine n'a pas bougé d'un iota. Et à ma connaissance, l'ordre qu'il a donné le 24 février 2022 de faire tomber le pouvoir à Kiev, l'ordonner à ses généraux, aux militaires, de prendre l'Ukraine et de installer un pouvoir pro-russe en Ukraine est toujours valable. Il n'a jamais changé d'un iota. Et là, on voit bien que la mécanique, on n'ose même pas parler de diplomatie comme vous le disiez, colonel, la mécanique, elle ne fonctionne absolument pas. Mais là-dedans, il y a une victime quand même, c'est l'Ukraine qui est en train qui risque d'être dépecée. Donc l'histoire, est-ce que Poutine a réussi à faire peur à tout le monde ? Tétaniser, nous, les Européens, eux, les Américains. Stéphane Courtois, je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Je suis ravie, comme chaque fois, de vous recevoir. Vous êtes historien, co-auteur du livre noir de Vladimir Poutine aux éditions Perrin. Nous sommes fans de vous, vous le savez, Stéphane Courtois. Alors, pour résumer les derniers épisodes, Poutine s'est dit, juste avant la réunion, c'est pas anodin, avec les Américains, prêts à faire la guerre à l'Europe. Le président russe a prétendu hier que son régime était prêt à faire la guerre aux Européens si nous déclenchions, nous, les hostilités. Une déclaration choc, on va se le dire, visant à nous effaroucher, à effaroucher peut-être ceux qui s'apprêtaient à rentrer dans la salle du Kremlin. On va réécouter Vladimir Poutine. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit. Mais si l'Europe décide soudainement de faire la guerre et passe à l'action, nous sommes prêts dès maintenant. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il y avait unanimité sur ce plateau hier quand nous avons commenté tout cela pour dire que la déclaration visait à tétaniser tout le monde. Mais à quel point cela perce en effet ? Quel est le réel pouvoir de nuisance selon vous de Poutine à travers ces coups de semonce ? Pour moi, c'est un pouvoir de propagande, parce que qu'est-ce que c'est que ces propos ? Si vous pouvez trouver quelqu'un dans Paris avec un radiotrottoir qui est prêt à faire la guerre à la Russie, c'est évidemment ridicule. Personne ne songe à faire la guerre à la Russie pour le moment. Simplement, on songe à se défendre, ce qui n'est pas du tout la même chose, évidemment. Mais ça, c'est de la grosse propagande à la soviétique. Qui ça peut... Alors, c'est clair qu'ils cherchent à impressionner des opinions publiques.
Il cherche à faire peur à des opinions publiques. Et d'ailleurs, vous avez vu les réactions aux déclarations du général Mandon, etc. Alors immédiatement, bon, on se croirait en 1939, on ne va pas mourir pour Danzig, on ne va pas mourir pour Kiev. Mais cela dit, on est relativement dans les mêmes situations, il ne faut pas oublier ça. Et avec ce problème des garanties, parce que finalement, si on va vers un accord, un traité, que sais-je encore, le problème, c'est les garanties. C'est les garanties. À Munich, les Français et les Anglais pensaient qu'ils avaient des garanties parce qu'il y avait un traité. Et les Tchèques pensaient qu'ils avaient une garantie parce qu'il y avait un traité. On était le 30 septembre 1938. Et le 14 mars 1939, Hitler a pris le traité, l'a mis en petit confetti, il a envahi directement la Tchécoslovaquie. La France et l'Angleterre n'ont pas réagi dans un premier temps. Il faut rappeler que si la France et l'Angleterre réagissent, c'est uniquement sous la pression de l'opinion publique britannique qui ne supporte pas ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que l'Angleterre a été bafouée. Bon, et la France ne fait que suivre. Et donc à partir de ce moment-là, Chamberlain et Daladier garantissent les frontières de la Pologne. Là, des vraies garanties, en disant si la Pologne est agressée, nous entrons immédiatement en guerre. Bon, Hitler, dans son délire, dans sa mégalomanie, et comme il avait déjà réussi 2 ou 3 coups fumeux comme ça, bon, il dit, alors en plus, quand Staline s'y met, bon, on débouche directement sur une deuxième guerre mondiale, avec des leaders qui font des erreurs monumentales, parce que, excusez-moi, Hitler croit faire la grandeur de l'Allemagne. 1945, l'Allemagne est rasée. Bon, donc voilà, c'est un vrai problème d'avoir des leaders comme ça, mégalomanes, paranoïaques, totalitaires. Ils peuvent regardez ils peuvent le mot qui s'est affiché en bas de l'écran, la diplomatie du caïd. Vous pouvez rajouter peut-être caïd, mais d'ailleurs, je vais vous interroger plutôt sur ce mot. Est-ce que oui, c'est la diplomatie du caïd, c'est-à-dire avant de rentrer dans la salle de réunion, je claque une déclaration très forte qui a vocation à tétaniser tout le monde et avec un certain succès potentiellement à la clé. Oui, mais c'était aussi la technique de Donald Trump. Donald Trump, ça fait 20 ans qu'il explique à la planète entière, dans des bouquins, dans un livre, dans un livre, et à force de déclarations, que de toute façon, il est le meilleur négociateur du monde, qui sait très bien comment faire, il faut y aller très fort dès le départ et qu'ensuite ça passe. Sauf que là, il est tombé sur plus fort que lui, visiblement. Et enfin, Poutine est extrêmement puissant dans sa manière d'aborder les choses, dans sa manière de négocier, et il a face à lui un Trump qui apparaît de plus en plus comme complètement fuyant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Poutine hausse le ton, il n'y a plus rien en face. Et Witkoff, comme le disait Grégory Phillips tout à l'heure, ils se soumettent aux oukases et on leur dit vous n'allez pas voir Zelensky, ils vont pas voir Zelensky, ils rentrent directement à Washington et on ne sait même pas ce qui s'est dit. Mais peut-être que certains autour de la table estiment que ça va trop fort, qu'on va trop loin en parlant de diplomatie du caïd, peut-être. Non, vous avez le droit de lever le doigt et de vous exprimer. Non, mais moi, je pense que en fait, il a un avantage, il en profite. En fait, c'est un judoka, n'oublions pas. Donc il profite des déclarations qui ont été faites en Europe, il en profite, il les prend en vol en disant pas faire la guerre, mais si vous menacez, je suis prêt à la faire. Donc en fait, il récupère la force qu'on a émise, le général Menton, etc., qui disait, on est costaud, on va se défendre, etc. Il en profite et hop, il retourne ça contre nous. Ou le haut gradé de l'OTAN qui n'excluait pas la frappe préventive. Exactement, et c'est de l'agite propre, je suis d'accord avec vous à 100%. Stéphane Courtois. Non, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète plus, là, depuis 2-3 semaines, quand je vois ça, c'est que j'ai l'impression, Monsieur Trump qui se présente comme un caïd, en fait, il se conduit comme un lâche. Il est en train de se conduire comme un lâche. Il a la trouille. C'est comme tous les lâches. Il est violent avec les faibles et il est très faible avec les violents. Bon, donc moi, c'est l'impression que j'ai. Alors évidemment, sur le Moyen-Orient, avec Netanyahou, il pouvait facilement lui tordre le bras. Il contrôlait tous les acteurs, le Qatar, etc. Bon. Et les armes. Et les armes. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Il a affaire à un monsieur qui est dans son logiciel, qui n'en bouge pas, comme n'importe quel bolchevique d'ailleurs, ou n'importe quel KGBiste. Et puis voilà, bon. Et en face, on a quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre. Alors effectivement, je suis d'accord, c'est un judoka. Quand vous avez affaire à un judoka, c'est quelqu'un qui sait utiliser aussi bien vos forces que vos faiblesses. Et donc je vais filer la métaphore, mais avec 24 heures de recul, puisque c'est tombé il y a 24 heures, ces mots de Vladimir Poutine, ça a fonctionné. Il a réussi à utiliser le poids de l'adversaire pour le retourner contre lui, à nous tétaniser, à nous faire peur. Je peux continuer à filer la métaphore du judoka. Effectivement, on utilise les faiblesses et la faiblesse de Trump, elle est double. Un, il veut aller vite.
Donc les négos se font de manière un peu improvisée, pas très structurée, etc. Et sa deuxième faiblesse, c'est je veux faire des affaires. Donc Poutine sait très bien qu'il peut faire des promesses à Trump sur ce domaine-là en disant oui, mais si on règle ce problème vite, et le problème c'est quoi? C'est l'Ukraine et Zelensky. Si on se débarrasse de ce problème le plus rapidement possible, on va pouvoir faire du business ensemble. Et ça, c'est les deux faiblesses de Trump, c'est le calendrier. Il veut arrêter cette guerre au plus vite et il veut pouvoir, on l'a vu avec les outils de propagande, le vidéoclip qu'on montrait hier, le projet de tunnel pour relier les deux pays, etc. Trump, il veut faire du business. La guerre l'empêche de faire ça avec la Russie. Ça, c'est les deux faiblesses de Trump. Oui. Moi, je rajouterais que sa faiblesse de vouloir aller vite pour voir une victoire, parce que c'est ça qu'il veut montrer aussi, qui est politique aussi en interne, alors qu'il y a des faiblesses en interne. On pourrait parler des Hegseth, on pourrait parler d'Epstein, il a quand même des dossiers au niveau national. Le fait de pouvoir aller vite, à tout prix, en plus de ce que disait Greg, font qu'on va dans un mur, en fait. Alors, Poutine, quoi qu'il en soit, flexible, il gagne du temps, il veut pousser son avantage sur le front. Et on va quand même se demander si tout ça ne fonctionne pas très bien, malgré tout, comme plan. En effet, il continue de faire la guerre peut-être plus que jamais. Le terrain lui donnerait raison. En novembre, un mois d'intenses tractations diplomatiques, la Russie a lancé 5660 missiles et drones. Elle a pris 701 km² aux Ukrainiens. Deuxième avancée la plus importante après celle de novembre 2024. Et il revendique Pokrovsk, il ne cesse de le revendiquer depuis 48 heures maintenant, le patron du Kremlin. On verra le démenti des Ukrainiens. Et on réécoute Vladimir Poutine. Ça encore, il l'a redit juste avant de rentrer dans la salle avec les Américains. Cette ville a toujours revêtu et continue de revêtir une importance particulière tant pour la partie ukrainienne que pour les forces armées russes. Car elle n'est pas seulement un grand centre d'infrastructure, mais aussi un nœud de communication avec toute la région. Mais le plus important, c'est que pour parler en termes généraux, c'est un bon point de départ pour résoudre toutes les tâches fixées au début de l'opération spéciale. Aujourd'hui, la ville est entièrement entre les mains de l'armée russe. Allez, tout sourire, il a invité les journalistes ukrainiens occidentaux à y faire un tour sous protection de soldats russes pour constater la victoire. Donc Poutine en position de force sur le Kremlin, le Kremlin, vous voyez le lapsus. On y va ensemble pour plus de précision. Le colonel devant cet écran. On va commencer par Pokrovsk. C'est important de parler de Pokrovsk et d'essayer d'éclaircir un peu avec ce que l'on a comme élément la situation. Dans la soirée de lundi, nous avons appris que la Russie avait revendiqué cette ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine avec cette image à l'appui que l'on a vue, des forces russes qui plantent un drapeau sur la place centrale de la ville. Les Ukrainiens démentent. Et regardez cette séquence, il y a à peine quelques jours maintenant, les forces spéciales ukrainiennes se filmaient en effet dans les rues de Pokrovsk en train de neutraliser un groupe de saboteurs russes. Je vous propose de regarder cette séquence. Plus vite, plus vite, plus vite. 50 mètres, sprint. Je te couvre. Je te couvre. Tout le monde est en position. Et colonel, selon vous, où en sont les combats? On essaye d'y voir clair. Alors pour l'instant, Pokrovsk, c'est une ville qui est relativement grande. Et bien évidemment, les Russes ont conquis, on va dire, les 3/4 de la ville. Ils ont pris principalement la mairie, l'administration, et donc ils ont pu mettre leur drapeau. Mais c'est pas tellement de conséquences. Le vrai problème, c'est en fait la géographie. C'est une victoire qui est tactique. D'abord, elle est symbolique, parce que je vous rappelle que les Ukrainiens ont perdu une ville par an. En 2022, ils ont perdu Mariupol, 2023, Bakhmout, 2024, Avdiivka, et 2025, ils perdent Pokrovsk. Donc la guerre se nourrit aussi de symboles. C'est un point très important, et d'ailleurs, Poutine n'a pas raté l'occasion de le dire. Le deuxième point, c'est une victoire tactique. Pourquoi c'est tactique? Parce que la carte indique très bien que si vous prenez Pokrovsk à cet endroit-là, vous allez monter vers le nord et vous pouvez fermer. Donc là, on a changé de dimension, mais sur la carte précédente, on voit qu'on peut fermer la mâchoire et enfermer dans cette espèce de réduit, dans cette espèce de poche, on peut enfermer l'ensemble des soldats résiduels. On pense qu'il y a à peu près 5000 hommes, 5000 Ukrainiens répartis dans cette zone. Donc si les Russes arrivent à refermer cette mâchoire, il y aura 5000 hommes qui seront pris. Ça, c'est la victoire
tactique. Maintenant, le slide suivant est également très important parce que Pokrov se comprend dans une logique un peu plus générale. Très concrètement, le slide juste avant celui-là. Et Pokrov s'inscrit dans une logique en fait de chaîne de villes fortifiées qui montent vers le nord. Donc on voit bien que les Ukrainiens ont mis en place un système fortifié qui bloque théoriquement, qui bloque l'avancée des Russes en direction de l'ouest. Maintenant, le problème de Pokrov, c'est stratégiquement extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on est à ce qu'on appelle la poignée de l'éventail. La poignée de l'éventail, c'est dans la cavalerie. C'est à un moment donné, vous êtes à un endroit où vous pouvez varianter la manœuvre. En fait, vous reprenez l'initiative, puisque les Ukrainiens sont en défensive, ils n'ont pas l'initiative. Donc les Russes ont l'initiative. Et à partir de là, il y a deux hypothèses. Hypothèse 1, tout en menant des actions dans la profondeur avec des missiles et des drones, ça va continuer, avoir une double possibilité, ça je ne connais pas la suite de l'opération, à monter vers le nord et prendre successivement l'ensemble de ces points d'appui ukrainiens qui sont relativement costauds. Mais le deuxième point, à mon avis, c'est ça que je ferais si j'étais russe, c'est que je foncerais en direction du Dniepr pour conquérir le Dniepr et déborder les Ukrainiens par l'ouest. Et c'est ça qui menace aujourd'hui les Ukrainiens. Nous aussi, on va continuer un tout petit peu vers le nord, direction Kharkiv. Les Russes revendiquent aussi la prise de la ville de Vovchansk, près de Kharkiv, image de drapeau également, mais les Ukrainiens, il y a encore quelques jours, détruisaient avec des drones les drapeaux russes plantés sur les habitations. Plus largement, et là c'est l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, qui le dit, en un mois, la Russie a pris 701 km² aux Ukrainiens, surtout dans la région de Zaporijjia, également en direction de Dnipro. La Russie, expliquez-nous, est-elle en train de prendre nettement le dessus? En tout cas, elle avance. On ne peut pas dire ça parce qu'en fait, c'est comme relativement lent. 700 km², le front n'est pas totalement bouleversé. On voit très bien qu'il y a des avancées en direction de l'ouest. Je l'évoquais à l'instant, la prise de Potrovsk qui est préparée par ici va renforcer ce mouvement russe en direction de Zaporijjia et en direction de Dnipro. Donc ils peuvent atteindre le Dniepr. Ça change tout. Pourquoi ? Parce que les lignes de terrain, à partir d'ici, elles sont en pente douce en direction du fleuve. Alors que là, on est dans une région qui est moyennement boisée et relativement montagneuse. Donc le terrain va changer. Et donc c'est ça la force des Russes, c'est qu'en fait ils vont déboucher au début de l'hiver, ils vont pas avancer beaucoup, mais ils vont s'installer pour en fait mener soit une offensive, soit vers le nord, soit en direction de Zaporijjia et Dnipro. Et là, avec vos flèches, j'ai l'impression qu'il y a une tendance très nette en direction, si vous voulez, de ce point central qui est en fait un point angulaire. C'est la porte d'entrée du système. Parce que là, vous êtes dans le lourd, dans la masse, dans Kramatorsk, etc., etc. Et là, vous êtes dans une zone qui est extrêmement intéressante parce que si vous prenez pied sur le Dniepr, c'est une frontière avec l'Ukraine future. Merci colonel. Nous sommes en direct avec Claire Cambier. Merci beaucoup d'être avec nous, Claire, depuis Kiev avec Camisot. Je voudrais qu'on revienne sur la question de Pokrovsk ensemble, que vous connaissez. Vous y êtes allé en tant que reporter sur ce front-là. Les Ukrainiens, ceux que vous avez rencontrés encore ces dernières heures, démentent avec force. Oui, et le chef d'état-major lui-même dément que la ville soit tombée. Il assure que des combats sont toujours en cours, que les Ukrainiens tiennent toujours le nord de la ville, tout ce qui se trouve au nord de la ligne de chemin de fer. Mais dans tous les cas, la situation elle est tendue. Alors, a priori, une centaine de soldats russes, selon les Ukrainiens, auraient été éliminés hier, dont ceux d'ailleurs qui ont hissé le drapeau en plein centre-ville. Si les Russes y mettent autant de moyens, autant de pression sur cette ville, c'est que pour eux c'est un objectif essentiel. Alors vous parliez de la stratégie militaire, mais c'est aussi extrêmement symbolique. Déjà, ce serait la première grande victoire russe depuis maintenant plus d'1 an et demi, depuis la prise d'Avdiivka. Et puis surtout, Pokrovsk, c'est une des dernières grandes villes du Donbass qui est encore aux mains des Ukrainiens. Il y avait quand même 65 000 habitants avant la guerre. On voit, c'est un peu une guerre de communication. Poutine veut prouver qu'il est capable de prendre le Donbass par les armes s'il le faut. Alors, moi, ce qui m'a marqué sur la vidéo où on voit les soldats hisser le drapeau en plein centre-ville, c'est qu'on voit l'université. Cette université, c'est l'université de Donetsk, la capitale de la région, qui a déjà dû être déplacée en 2014 face à l'avancée des Russes et qui a de nouveau été déplacée, cette fois à Lviv. C'est vraiment symbolique de l'avancée russe et du grignotage dans le Donbass. Merci infiniment. Claire Cambier avec Camisot en direct depuis Kiev. Merci à vous deux. Oui, Lucas Manger, vous connaissez aussi ce terrain, Kramatorsk plus précisément. Oui, je voulais juste ajouter à ce que vous disiez à l'instant avec le colonel sur la prise de Pokrovsk est directement liée à Kramatorsk parce que Kramatorsk est un nœud logistique et ferroviaire extrêmement important. Il faut bien voir que c'est le bout de la ligne de train qui vient de Kiev et que cette ligne de train que j'ai énormément empruntée, qui fait Kiev-Kramatorsk, permet d'amener à la fois évidemment des armes et du matériel, mais permet aussi d'amener les familles, c'est-à-dire que tous les soldats qui se battent dans cette région voient leurs proches
quelques jours, parfois par an. C'est des permissions extrêmement courtes. Parfois, c'est juste pour la journée. Et en passant, et les familles arrivent à la gare de Kramatorsk, louent un appartement, voient leurs compagnes qui sont sur le front et repartent. C'est une ligne de vie du train ukrainien qui est extrêmement importante. Il se trouve que, en prévision de ce qui allait se passer et du danger autour, les Ukrainiens ont fermé cette gare complètement il y a une quinzaine de jours, ce qui a été vu pour beaucoup d'Ukrainiens comme un symbole extrêmement triste, c'est-à-dire la fin de cette ligne de contact, de cette ligne de vie entre l'ouest de l'Ukraine et l'est de l'Ukraine. Merci Lucas. Il faut qu'on regarde une autre image ensemble. Quelques heures avant le début de la réunion au Kremlin, Vladimir Poutine il a décidé de montrer les muscles en chef de guerre, s'affichant sur le terrain, en treillis. Il remercie le haut commandement militaire après que le chef d'état-major russe a revendiqué la ville, on vient de le dire, de Pokrovsk. Visite d'un poste de commandement, image tournée dimanche, publiée très opportunément que lundi, quelques heures avant le début de la rencontre. Et effectivement, Stéphane Courtois, c'est payant dans le rapport de force. Oui, Poutine est en position de force sur le terrain, il est dans les négociations, il est dans la guerre de communication dont vous venez de parler à l'instant. Oui, mais il faut se souvenir d'un événement qui nous concernait directement. C'était au moment de l'attaque sur la Géorgie. Nicolas Sarkozy y est allé. Et puis, il y a eu une conférence de presse. Et tout le monde se souvient que Nicolas Sarkozy est arrivé livide et ne sachant... Tout le monde s'est interrogé, il l'a fait boire, il l'a drogué, etc. Non, enfin, moi, d'après mes informations, je ne veux pas en dire plus, mais bon, juste avant d'entrer en conférence de presse, Poutine lui a fait une déclaration extrêmement violente sur Saakachvili, disant « ton Saakachvili, de toute manière, je vais m'en occuper », mais il a dit ça d'une manière beaucoup plus grossière, et Sarkozy, qui pensait que, grosso modo, il avait à peu près réglé l'affaire, a d'un seul coup compris que non, rien du tout. Et il était bouche bée. Tout le monde, enfin, le monde entier s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment les méthodes. Mais enfin, bon, Molotov ne se conduisait pas autrement quand il convoquait un ambassadeur balte, estonien ou letton en juin 40 pour lui dire bon, alors maintenant, bon, c'est fini, dégage. Bon, donc voilà. C'est vraiment, mais ça c'est ce logiciel typiquement KGB, bolchevique, la force, la violence. Cela dit, moi je regarde toujours les choses en historien, je m'en excuse. Non, mais on est là. Monsieur Trump a engagé des négociations depuis des mois maintenant. Oui. Donc un marathon diplomatique, et puis à l'arrivée du surplace. Donc, on se demande pourquoi on court. On court sur place. Parce que là, franchement, ça ne bouge pas. Alors justement, dans un instant, on va se demander comment maintenant les Américains peuvent réagir. Le risque de voir encore une fois Trump lâcher les Ukrainiens. Juste une question quand même. Est-ce que Poutine est à ce point en position de force que les Ukrainiens doivent maintenant envisager des concessions ? Le ministre allemand des Affaires étrangères estime que l'Ukraine pourrait être obligée de faire des concessions douloureuses, je cite. Un processus qui pourrait finalement se conclure par un référendum. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça fait allusion aux concessions territoriales, où on sera, le gouvernement ukrainien sera obligé de demander son avis à la population. C'est une population qui se bat depuis 4 ans, certains depuis beaucoup plus longtemps pour ce territoire. Si vous le cédez à l'ennemi, y compris, en tout cas c'est ce que réclame Moscou, des zones de l'oblast qui n'ont pas été conquises par la force. Enfin, imaginez la concession. Je pense que c'est impossible, c'est inacceptable pour Zelensky ou tout dirigeant ukrainien. Et s'il doit en passer par là, il faudra consulter la population, dans des conditions évidemment extrêmement difficiles. On a vu qu'il a été impossible d'organiser des élections ces dernières années. Il faudrait peut-être organiser un référendum. Je pense que ça fait allusion à ça, au prix de la terre. Et ça, seule la population ukrainienne pourra décider. Bien sûr. Pas de trêve de fin d'année a également asséné Peskov ces dernières heures. Pas de trêve pour le nouvel an. Un processus complètement différent est en cours. Poutine à la main et il fixe le prix, c'est ça l'histoire également aujourd'hui. Je vais citer Philippe Gély dans le Figaro ce matin. Tant qu'il gardera la main, il ne se privera pas de fixer lui-même le prix de la paix. Mais c'est sûr, et tant qu'on voit des avancées, aussi minimes soient-ils, il se sent, pousser des ailes en quelque sorte, il se sent fort. Et tant qu'il a cette force, et tant qu'on a, et M. Courtois l'a très bien dit, des Américains qui sont des lâches. En réalité, il n'a personne qui va faire face, et donc il avance tout simplement.
Alors les États-Unis, on le promettait, on y va. Désormais, l'Ukraine et la Russie se battent littéralement pour un territoire de 30 à 50 km. Je ne vais pas plus loin. C'est Marco Rubio qui le dit, le secrétaire d'État américain. Et vous me direz comment vous l'interprétez. Je vous donnerai ma vision, mon interprétation. Vous me direz si je me trompe. On l'écoute. Ce qui oppose l'Ukraine et la Russie, c'est une zone de 30 à 50 km² dans les 20% de la région de Donetsk qui reste à Kiev. Alors certainement parce que je suis devenue extrêmement cynique avec le temps. Moi, ce que je comprends, c'est bon, les Ukrainiens peuvent bien maintenant lâcher puisqu'on ne parle plus que de 30 à 50 km. Mais peut-être suis-je dans l'erreur. Stéphane Courtois. Écoutez, de deux choses l'une. Ou M. Rubio croit à ce qu'il dit, ce qui prouve qu'alors là, c'est vraiment un crétin, ou alors il ne le croit pas, hein, mais il raconte. Parce que tout le monde sait qu'évidemment, M. Poutine ne va pas s'arrêter à 20 ou 50 km, enfin tout de même. Il n'a pas engagé. Regardez ce qu'il a dit tout à l'heure. Hein. Voilà, nous obtenons enfin le résultat de l'opération spéciale, etc. Ce qui est totalement faux. Son opération spéciale, normalement, il y a presque 4 ans, elle aurait dû lui faire occuper toute l'Ukraine, prendre Kiev, virer le gouvernement, etc. Regardez où il en est. Hein, donc voilà, mais c'est clair que dans son logiciel, dans tout son discours, enfin il suffit de lire ses discours, hein, et sans parler de toute la propagande qui se déverse. Et puis pas seulement ça, ce qui se passe en Russie en ce moment, on est dans un processus de militarisation complet de la société. Hein, on est en train de prendre des enfants de 5 ans à qui on explique comment il faut démonter une Kalachnikov. Bon, qu'est-ce que ça signifie ? Il faut quand même réfléchir à ce problème, sans parler des 40% minimum du produit intérieur brut consacré aux fabrications militaires. Quand vous consacrez cet argent, c'est pas pour aller cueillir des pâquerettes le dimanche dans les prés. Bon, donc non, mais je veux dire, bon, c'est quand même des réalités concrètes que tout le monde constate, que personne ne conteste. Donc c'est très clair que ce monsieur, il a l'intention d'aller plus loin. Et est-ce à dire, par les déclarations, très peu de déclarations du côté des États-Unis depuis hier, que Trump a déjà lâché l'Ukraine ? Alors, le problème que j'ai avec Marco Rubio, c'est que il a dit depuis assez longtemps, de toute façon, à chaque fois, Trump va lâcher l'Ukraine. Bon, le problème, c'est que c'est un peu comme le petit garçon qui a crié au loup. À chaque fois, on attend ce qui va se passer. Effectivement, on peut imaginer, et ils l'ont dit, qu'ils ne vont pas financer, mais on est déjà dans une situation où ils financent beaucoup moins. Oui. Les Européens financent beaucoup plus. Quasiment plus rien. Donc qu'est-ce qu'ils vont... C'est quoi la prochaine étape pour lâcher, en fait ? C'est ça la question. Il y a certaines choses, par exemple, je sais pas, à défaire les sanctions aux États-Unis. Je pense pas qu'il pourrait convaincre le Congrès, reconnaître les territoires. Il a le droit, en tant que président américain, juridiquement, de le faire unilatéralement. Et ce serait contraire à la doctrine américaine ? Non, c'est absolument... Enfin, il fait tellement de choses qui sont contraires à la doctrine américaine. Je suis pas sûr que c'est ça qui va l'arrêter. Je suis entièrement d'accord, mais parce qu'on regarde l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, ils l'ont jamais reconnu comme faisant partie de l'Union soviétique. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus aujourd'hui en réalité ? Les renseignements. Les renseignements. On saura, j'allais y venir, on saura si Trump a lâché l'Ukraine le jour où il débranche le renseignement spatial et aérien qui permet aux Ukrainiens de se défendre aujourd'hui. Le jour où il ferme ce robinet, l'Europe n'a pas les moyens à ce stade de le remplacer. Il n'y a pas exactement les mêmes capacités ni la même technologie. S'il débranche ça, mais pour l'instant, dans les états-majors militaires américains, il n'est pas question de le faire. Il a été question de le brandir comme menace, mais le fait est que Trump peut ordonner, là aussi, il en a le droit comme président, dire à l'armée, vous cessez de donner des renseignements aux Ukrainiens. Et là, c'est vous, mon colonel, l'expert, mais ça sera très, très dur. Ça sera encore plus dur, en tout cas, pour les Ukrainiens. Ça peut se faire très vite. Il peut décider, il l'a déjà fait. C'est comme un robinet, on le coupe, et puis il n'y a plus de liaison, votre téléphone est débranché, et ça ne marche plus, vous essayez de l'allumer, mais vous ne voyez plus rien. Et ça, c'est dramatique, parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens dépendent à 100% du modèle américain, en tout cas, des réseaux, mais au-delà de ça, il y a tout le système de télécommunications et surtout de satellites américains qui pourvoient l'Ukraine en informations tactiques. En cartographie. Exactement, les unités blindées, qu'est-ce qu'ils font, à quel endroit ils vont, les écoutes par exemple, les écoutes des états-majors russes qui parlent entre eux, on sait ce qu'ils vont se dire, on sait dans quelle zone ils vont intervenir. Donc cet environnement, je dirais, électromagnétique est extrêmement important dans les guerres, et aujourd'hui il y a que les Américains qui sont capables, même les Européens ne sont pas capables. Et c'est pour ça que la phrase de Rubio, elle est très gênante, parce que n'oublions pas que les Américains sont nos alliés principaux dans le cadre de l'OTAN. Donc quand votre allié principal est en train de lâcher, en tout cas quand il n'est pas ferme, derrière, dans les états-majors en France et en Europe, on se pose plein de questions. On dit mais qu'est-ce qu'ils vont
vont faire? Quelle est l'étape suivante? Demain matin, est-ce qu'ils nous lâchent? Rappelons-nous, l'OTAN, ce n'est pas une armée. L'OTAN, c'est une juxtaposition d'armées. Et dans ce jeu d'armées juxtaposées, les États-Unis, c'est 75% de la force et des matériels. Il ne nous reste pour nous, Européens, que 25%. Et avec un Trump, alors je le disais, peu de déclarations du côté des États-Unis ces dernières heures sur le sujet, mais une déclaration de Trump qui dit les États-Unis ne financent plus la guerre. Regardez. Comme vous le savez, nous avons un problème avec une guerre que notre peuple tente actuellement de régler avec la Russie et l'Ukraine. Nous ne sommes plus impliqués financièrement dans cette guerre. Biden a donné 350 milliards de dollars comme s'il s'agissait de bonbons. C'est une somme colossale. Une grande partie en espèces, une autre en équipement. Je ne donne rien. Nous vendons les équipements à l'OTAN. Les pays européens nous paient le prix fort pour ces équipements. Puis ils les apportent en Ukraine où ils en font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils vont lâcher ? Ça, c'est le désengagement en cours. Oui, avec la petite remarque habituelle, c'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden. Regardez, moi, j'aurais pas géré ça comme ça. Oui, des engagements en cours. Alors, c'est compliqué de faire des pronostics parce qu'on a quand même vu ces derniers mois, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, des virages, des revirements, etc. Donc, est-ce qu'on va aller jusqu'au lâchage complet en race campagne de l'Ukraine? Je ne peux pas vous le dire ce soir, mais on sent effectivement un retrait de plus en plus, une menace de retrait et de lâchage de plus en plus forte. Oui, Elisabeth. Oui, juste encore une chose, c'est pas nouveau. Plus $1 pour l'Ukraine, c'est ce qu'il dit depuis qu'il a été élu, plus ou moins avec ce que disait Greg, c'est-à-dire à chaque fois c'est la guerre de Biden, c'est la faute de Biden. C'est pas 350 le chiffre, mais bon, il a cette tendance. Ce qui vraiment compte aujourd'hui, c'est pas l'argent qui va, c'est les renseignements, c'est éventuellement ce programme de vente d'armement aux Européens, c'est les choses sur lesquelles il peut avoir un levier. Mais ils sont déjà retirés, pas mal. Donc, encore une fois, je vois pas jusqu'où il peut y aller. Enfin, je vois pas ce qu'il peut faire d'encore plus mal de ce qu'il fait déjà, en fait. Stéphane Courtois. Non, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs étapes dans un désengagement. Bon, ils étaient très engagés, ils se désengagent sur les finances, très bien. Ensuite, il y a la question des armements. Bon, et puis il y a la question du renseignement. À mon avis, c'est un petit peu les trois étapes. Sur les finances, c'est clair. Là, il se retire. Sur les armes, s'il est prêt à continuer à vendre des armes aux Ukrainiens, très bien. Mais via les Européens. Mais bien sûr. Pour notre argent, il est content. Évidemment. Pas bête. Et nous allons payer. Mais bien sûr. Oui, mais ça, c'est notre problème. En ce moment, c'est une journée, une séquence assez folle. Aujourd'hui, au micro de la femme de Stephen Miller, qui est le chef du cabinet de Trump, qui anime un podcast, Pete Hegseth est interrogé, secrétaire à la guerre des États-Unis. Et si on s'amusait avec l'idée de dîner avec Poutine, Zelensky et Trump, regardez. Si vous pouviez faire un dîner avec 3 personnes, mortes ou vivantes, qui seraient à la table? Le président Trump, Poutine et Zelensky. Et voyons ce qui se passe. Que mangerions-nous? Juste ce que le président veut. On verra ce qui se passe. Ce sera un dîner pour la paix. Il y aurait des steaks bien cuits, des frites et de la sauce russe, oui. Et avec une sérieuse indigestion derrière. Tous réagir, bien évidemment. Ça raconte quoi? Elle raconte quoi? De quoi est-ce cette séquence? Allez-y, Elisabeth. Déjà, ça raconte à quel point, en réalité, cette administration ne prend pas ce sujet au sérieux. Absolument. C'est un sujet très sérieux. C'est géré par des guignols, notamment ce monsieur qu'on voit, Pete Hegseth, qui est quand même sous enquête du Congrès parce qu'il a peut-être fait enfreint quelques éléments du droit de la guerre, au droit des conflits armés. Il a quand même des gens qui aujourd'hui veulent un peu sa tête. Il le prend pas au sérieux. Il prend rien au sérieux. Tout est chaud, tout est une sorte de réalité TV, aux dépens des autres, les Européens, les Ukrainiens, les Américains même. Je trouve que c'est très gênant parce qu'il y a une forme de cynisme absolu. C'est-à-dire qu'effectivement, ils prennent pas ça au sérieux. Mais il y a les mots et il y a l'éclat de rire général des trois protagonistes de cette séquence. L'intervieweuse, Pete Hegseth et son épouse, comme si tout ça était un vaste sujet de plaisanterie et que derrière, il n'y avait pas des milliers d'hommes en train de mourir pour essayer de défendre une nation et d'autres en face en train de se battre sous les ordres du Kremlin. Je veux dire, il y a un côté cynique qui est, je trouve, extrêmement dérangeant dans ces images, à un moment où il y a des tentatives
tentatives de discussion, de négociation, où Zelensky parcourt le monde pour essayer de sauver le pays. Ah, voilà ce que disait Elisabeth, quoi. C'est assez terrifiant en fait. Mais reconnaissons que ce genre de spectacle, c'est une révolution. Oui. Que je sache, dans une situation de guerre comme aujourd'hui, avec des ministres comme il est, les ministres de la Défense, il y a quand même, on est raisonnable. Je veux dire, on se contrôle à minima. Là, on représente quelque chose. Il n'y a pas de contrôle. Là, c'est une espèce de show. Et puis c'est diffusé sur la planète entière. Donc en fait, rien n'est pris au sérieux. Et ça, c'est un vrai problème. C'est comment voulez-vous on parlait d'options futures. On peut pas parler d'options futures. On a des personnages. Il se marre, il prend son apéritif, donc ils sont sur rien. Ils sont sur une espèce de... Ils parlent de rien, ils blaguent, ils plaisantent. Donc ça, c'est vraiment dangereux pour nous, parce que nous, on s'inquiète avec un Poutine, quand même, qui est quand même assez directement menaçant à nos frontières. C'est la moindre des choses. Grégory, les États-Unis, c'est votre sujet, aussi. Dans le cynisme souligné par Lucas, il y a la petite phrase à la fin, avec une sauce russe. Oui. La sauce russe. On va dévorer l'Ukraine, mais à la sauce russe. Je crois que ça dit beaucoup plus. Ça dit beaucoup plus des intentions américaines que la simple séquence cynique et assez abjecte diffusée sur ces réseaux. Oui, Stéphane Courtois. Oui, c'est pour ça que j'ajoutais avec une très forte indigestion derrière, parce que la sauce russe, on connaît. Hein. Non, mais ce qui est intéressant dans ce cynisme, ça correspond exactement au cynisme qu'il y avait dans les conversations entre Staline et Ribbentrop au Kremlin. En 1939, quand ils ont détruit et avalé la Pologne. C'était exactement ce même genre entre eux, avec des gens un peu plus sérieux que ce pitre, mais il y avait quand même ce côté qu'est-ce qu'on fait des belles choses, hein, comment on va se payer les Polonais. Bon, c'est quand même et quand même Ribbentrop est quand même rentré de là, hein, en disant au Führer, nous étions dans une ambiance extraordinaire, j'ai cru me retrouver avec de vieux camarades du parti nazi. Donc quand même, donc voilà, c'est le côté cynisme est effectivement extrêmement inquiétant, hein, parce que pour ce qui est du cynisme, alors là, avec Poutine, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Je voudrais vous raconter une petite histoire et après on va parler des frappes qui ont eu lieu en mer Noire, mais également au large du Sénégal, et c'est ça qui est également important ces dernières heures. Mais cette histoire qui est en train de monter, qu'on a aperçue quelques minutes seulement avant d'entrer en plateau, pour tout vous dire, un cosmonaute russe, Oleg Artemiev, qui préparait la mission Crew 12, a secrètement filmé des documents classifiés de SpaceX sur son téléphone. Documentation technique, moteur, équipement interne du vaisseau spatial. Il aurait été, je vais utiliser un peu de conditionnel parce que, encore une fois, je vous dis, l'affaire prend de l'ampleur, mais on n'a pas tous les éléments en main. Il aurait été brutalement écarté dans une tentative d'étouffer l'affaire. Et Roscosmos a annoncé qu'il serait remplacé par un autre homme, expliquant qu'il s'agissait d'un passage à un autre poste. L'espionnage à un tel niveau, ça ne semble pas vous étonner, Stéphane Courtois, si l'affaire devait se confirmer? Enfin, écoutez, il n'y a rien d'étonnant. Un service de renseignement, surtout avec SpaceX, qui est quand même quelque chose qui marche très bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Bon, les Chinois font la même chose. Enfin bon, donc ça n'est pas. Je vois pas que ce soit surprenant. Hein. Non, par contre. Peut-être que ça peut provoquer quelques réactions du côté américain. C'est la raison pour laquelle on vous a parlé de cette histoire à ce moment-là. Oui. On cherche à comprendre si ce genre d'affaires peut réveiller quelque chose tout de même. Peut-être que des Américains vont finir par comprendre ce qui se passe. Je sais pas jusqu'à quand il va falloir qu'ils soient poussés dans leur retranchement pour commencer à se dire où est-ce qu'on est. Bon, mais ça dépend d'individus, hein, comme M. Trump, M. Musk, etc. Bon. Oui, Musk aussi. Je ne connais pas ce cosmonaute précisément, mais la plupart des cosmonautes russes, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, sont des militaires. Ce sont des gens qui répondent à une hiérarchie, en tout cas une hiérarchie militaire. Beaucoup des cosmonautes, des astronautes sont d'anciens pilotes de chasse, qui dépendent des armées de l'air. Donc un cosmonaute, il n'est pas, il a des donneurs d'ordre. Il a des chefs, et certains de ces chefs sont sans doute des militaires qui lui disent, au passage, si tu peux nous faire 2-3 photos. Je sais pas, on va voir si cette histoire est confirmée, évidemment. Mais c'est un formidable agent de renseignement, un astronaute dans une mission internationale. Oui, colonel. Je suis quand même étonné d'un point que je découvre aujourd'hui,
parce que vous savez que les Français, on a arrêté la coopération spatiale avec les Russes dès lors qu'il y a eu la guerre. Il ne se passe plus rien. Et là, je découvre en fait que les Russes ont gardé une coopération spatiale avec les Américains. SpaceX américain. Donc là, mais c'est pas avec la NASA, c'est avec SpaceX. C'est avec une société privée. C'est quand même américain. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est quand même extrêmement étrange. Donc là, je suis vraiment surpris par cette information parce qu'en France, c'est belle lurette qu'on a coupé les ponts avec le modèle de coopération spatiale avec les Russes. Il faut faire preuve de beaucoup de prudence, Elisabeth. Bien évidemment, il faut faire preuve de prudence, mais je pense, et ça va être intéressant la réaction américaine, parce que, alors, en dehors du question d'espionnage, on parle d'espionnage aussi commercial, et là, pour le coup, on touche au portefeuille, on touche à l'argent, et ça, par contre, ça peut leur toucher un peu plus que d'habitude, je pense. C'était vraiment la question qu'on se posait. Encore une fois, je le précise, on a aperçu cette affaire quelques minutes avant d'entrer sur le plateau. On a vu les articles se multiplier. D'abord, on a vu les réseaux sociaux, et on a vu les articles de presse commençant à reprendre tout cela. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on évoque au moins toutes les possibilités ensemble. Grégory Phillips. Oui, en tout cas, la coopération entre Américains et Russes à bord de l'ISS continue. Je me demande quand même si l'Europe est encore partie prenante de l'ISS, où je parle souvent de contrôle. Donc dans l'espace, il y a encore, voilà, dans l'espace, il y a encore une coopération entre ces grandes puissances que sont l'Union européenne, enfin l'Agence spatiale européenne, les Russes et les Américains. Et l'espace est supposé être un lieu de paix et de sécurité et de science, normalement, d'après les traités internationaux. Normalement. Il n'y en a qu'un portable et qui fait des photos. Mais vous êtes d'accord, Grégory Phillips, pour dire que si l'affaire est vraiment confirmée, du côté des Américains, c'est quelque chose qui peut un peu secouer? Oui, d'autant plus qu'on en a vaguement parlé hier. Elon Musk, qui est le patron de SpaceX, a aussi des projets avec les Russes. Le fameux tunnel dont on a parlé hier. Donc vous voyez, tout ça est assez imbriqué. Alors, on en vient à ces tensions en mer, ces frappes sur des navires qui se multiplient. On en vient à ces étranges explosions de pétroliers au large du Sénégal. C'est un événement d'un genre plutôt inédit qui s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, près du port de Dakar, au Sénégal. Donc, vers 23h45, 4 explosions externes ont été détectées sur un pétrolier qui mouille depuis 2 mois maintenant à 19 km des côtes sénégalaises. 19 km. C'était jeudi dernier, on l'apprend ces dernières heures. La cause de ces explosions n'est pas encore tout à fait connue, mais sur les réseaux, des vidéos ont montré, vous le voyez, un affaissement du bateau dans les eaux. Et ce, alors que plusieurs frappes en mer Noire ces derniers jours, depuis vendredi, ont eu lieu. 3 navires russes ont été la cible de drones en mer Noire. Le 30 décembre, la chaîne américaine CNN affirmait que des drones sous-marins ukrainiens ont touché 2 pétroliers appartenant à la flotte fantôme russe, selon le témoignage d'un responsable des services de sécurité ukrainiens. Je voudrais qu'on prenne les choses les unes après les autres. D'abord Dakar. Une attaque de l'Ukraine n'est pas écartée du tout. Kiev n'a rien revendiqué, mais pour beaucoup, le modus operandi, là je me tourne vers vous, colonel, semble coller avec les interventions ukrainiennes dans les mers récemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Indéniablement, c'est le point fort des Ukrainiens. En mer Noire, ils ont ravagé la marine de guerre russe, qui sort plus du tout d'ailleurs de ces ports, qui ne bougent pas. Maintenant, il y a un deuxième point qui est très important, c'est que les Ukrainiens ont annoncé depuis 2 ans qu'ils avaient clairement l'intention de déstabiliser les Russes là où ils étaient, et en Afrique principalement. Rappelez-vous la bataille de Tinsawaten au nord du Mali, à la frontière avec l'Algérie, donc c'était exactement en juillet 2024, où là les forces de Wagner ont eu 80 morts, donc c'était une sacrée opération, et les Ukrainiens ont annoncé officiellement qu'ils étaient partie prenante par des renseignements, par des drones, on ne sait pas très bien quoi, mais ils étaient partie prenante. Ça, c'est un point très important. Donc le troisième point, c'est que les Ukrainiens ne vont pas s'arrêter. Moi, je connais très bien l'ambassadeur, un exemple de l'Ukraine en Afrique, en Mauritanie, que j'ai rencontré pour le 14 juillet. Le garçon, il est taillé dans le marbre, il a les cheveux courts, il est couvert de tatouages, il explique très clairement qu'ils vont faire la guerre aux Russes. Ça, c'est un problème avec les Africains, qui n'ont pas du tout l'intention d'avoir cette guerre européenne qui s'exporte en Afrique. C'est un vrai sujet de tension entre les Ukrainiens et les États africains. En tout cas, on a vu ces dernières heures cette idée, cette musique monter de la crainte d'une extension du domaine du conflit. On est dedans, vous êtes tous d'accord avec ça ? S'il est avéré que ce sont des Ukrainiens, c'est une opération à très longue distance. C'est-à-dire que pour frapper avec des drones navals en mer au large des côtes africaines, ça veut dire qu'ils ont réussi à sortir ces drones navals qui n'ont pas fait le trajet sous-marin depuis l'Ukraine. Hein. Ça va pas aussi loin. Ça veut dire qu'ils ont réussi à embarquer des drones navals sur des navires de commerce, les planquer à l'intérieur de cales et passer les détroits avec ces drones navals et les faire sortir au large du Sénégal pour aller frapper ce bateau. Encore une fois, si c'est les Ukrainiens qui n'ont pour l'instant rien revendiqué et qui peut-être le revendiqueront jamais. Mais ça veut dire qu'ils ont cette capacité de projection à des milliers de kilomètres et d'internationalisation du conflit qui est effectivement assez impressionnante.
Oui, Stéphane Courtois, je viens vers vous juste après, Elisabeth. Non, je crois que là encore, on a un très bel exemple du logiciel dans lequel fonctionne Poutine. Monsieur Rubio dit qu'il s'agit de 30 à 50 km², pas du tout. Il s'agit du monde entier. Hein. Il s'agit du monde entier, c'est clair. C'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour laquelle les Russes nous ont chassés d'Afrique. Hein, donc il y a une poche d'œuf, absolument. Vous avez vu que, j'ai vu ça il y a quelques jours, que le port de Lomé est mis à disposition de la marine russe. Ça y est. Bon, bah ça y est. Alors, oui. Donc, les Africains, ils peuvent dire, nous ne voulons pas de la guerre chez nous. Ils l'ont déjà. Hein, ils l'ont déjà. Si vous laissez rentrer les Russes chez vous, vous allez forcément avoir des gens qui vont combattre les Russes, etc. Bon, je ne sais pas si M. Trump comprend très bien ce qui se passe là aussi, mais donc voilà, c'est tout à fait clair. Et effectivement, alors, à moins que ce soit un accident qui soit intervenu sur ce pétrolier, mais ça paraît surprenant. Ça fait 4 explosions. 4 explosions, voilà. Beaucoup d'accidents. Une, c'est un accident, 2, c'est suspect, 3, c'est clair, et 4, c'est une attaque. Bon, donc non, mais l'affaire de Lomé, moi, m'a paru tout de suite très importante. C'est un accord qui a été signé entre les deux pays, hein, et les navires de guerre russes peuvent désormais aller se ravitailler. 25 octobre. Pardon ? C'est signé le 25 octobre et annoncé officiellement par un déplacement du chef de l'État à Moscou le 19 novembre. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir des navires de guerre russes, des navires de commerce et des navires de guerre russes qui vont se ravitailler et se baser à Lomé. Elisabeth, spécialiste des questions de défense. Alors moi, ce qui me frappe là-dedans, et Lucas on en a parlé, c'est-à-dire que si il s'avère que c'est les Ukrainiens, on est tombé dans un nouveau stade de capacité de se projeter. Et je trouve ça très intéressant. Ça me fait penser, si c'est des navires commerciaux où il y avait des drones dedans, ça me fait penser à l'opération Toile d'araignée, c'est-à-dire utiliser tous les moyens possibles pour déplacer des drones à des distances très longues, pour après frapper sur place. Mais encore une fois, si c'est les Ukrainiens. Ça peut se retourner contre eux aussi, hein, parce que s'il y a une marée noire, au large du Sénégal, et que ce sont les Ukrainiens qui en sont responsables, l'opinion internationale, je suis pas sûr que ce soit... ils sont sur une ligne de crête. Pour l'instant, il n'y a pas de marée noire, d'après ce que en mer Noire, ils ont fait très attention. Oui. Hein, pour le moment, il n'y a apparemment aucun risque de désastre écologique, mais si jamais ça devait arriver, c'est des choses qui peuvent aussi modifier un tout petit peu l'image internationale de l'Ukraine. Et puis il y a toujours cette différence à faire entre la cible militaire et civile qui percute souvent les esprits. Allez-y, Grégory. 3 enseignements très rapides. Que le fait que les Ukrainiens puissent s'attaquer à cette flotte fantôme russe, c'est taper là où ça fait mal, c'est taper au porte-monnaie. Sur la régionalisation et le fait que cette guerre entre Russes et Ukrainiens peut avoir lieu, notamment sur le continent africain. Je me permets de citer notre grand reporter Gwendoline de Bono, qui a travaillé sur cette question et qui nous a confirmé qu'il y avait des unités, des forces spéciales ukrainiennes qui étaient envoyées en Afrique pour combattre les anciens Wagner, les Africa Corps aujourd'hui, et sur l'outil enfin que sont ces drones navals. C'est une technologie absolument nouvelle qui est apparue pendant cette guerre. Et là aussi, c'est Gwendoline qui, la première en France, avait réussi à les filmer en mer Noire. Ce sont des drones qui font, 1m30 à peu près, bourrés d'explosifs que vous pilotez à distance et qui peuvent... Alors évidemment, ils n'ont pas fait tout le trajet depuis la mer Noire jusqu'au large de Dakar. Donc il a fallu les acheminer. Mais une fois qu'ils sont en mer positionnés près des navires, vous avez ce drone naval qui est bourré d'explosifs, qui fonce par exemple sur un pétrolier, si c'est bien les Ukrainiens, et qui peut faire des gros dégâts. L'incident, il est le 3e en 3 jours, impliquant des navires contenant du pétrole russe, rapporte par exemple l'agence Bloomberg, très bien renseignée ces derniers mois. Le président russe, Poutine, il a réagi sur ce sujet et il menace de représailles. Ce que font les forces armées ukrainiennes est de la piraterie. Quelles mesures de représailles pouvons-nous prendre ? Premièrement, étendre la portée de nos frappes contre les navires et bateaux entrant dans les ports ukrainiens. Deuxièmement, si ces attaques contre les pétroliers russes se poursuivent, nous envisagerions la possibilité, je ne dis pas que nous le ferons, de prendre des mesures de représailles contre les navires des pays qui aident l'Ukraine à mener de tels actes de piraterie. La solution la plus radicale serait de couper l'Ukraine de la mer. La piraterie serait alors, en principe, impossible pour l'Ukraine.
Chaque fois qu'il s'exprime, Vladimir Poutine, on vous demande, on se tourne vers vous pour vous demander s'il faut tout prendre au pied de la lettre. Il s'agit du pétrole. C'est majeur pour Poutine. C'est le cœur, c'est le nerf de sa guerre, d'une manière générale, flotte fantôme, etc. Là, sur ce point-là d'attaque de ces pétroliers, il pourrait effectivement franchir un cap ? Pour ça, la télé, c'est quand même très intéressant. Vous avez vu ces expressions. On n'est plus du tout dans les sourires mielleux d'hier, etc. Là, c'est le masque, c'est « Ah, les salauds, qu'est-ce qu'ils m'ont fait et on va se venger ». Non, mais bien sûr que taper sur le pétrole, c'est le point faible des Russes, parce que c'est quand même... Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je ne sais pas le détail, mais il reconnaît qu'il s'agit de pétroliers russes. Bon, on croyait qu'ils étaient sous pavillon, etc. Panaméen, celui-là. Panaméen, celui-là, voilà, bon. Je ne crois pas qu'il s'exprimait sur celui-ci précisément, mais sur les autres en mer Noire. Oui, enfin bon. Là, il a eu un petit moment où il ne s'est pas contrôlé. Il y a un mot qui a échappé, à mon avis, il ne fallait pas dire ça. Mais effectivement, les recettes pétrolières gazières de l'État russe devraient avoir chuté d'environ 35% en novembre par rapport à l'année précédente. Encore une fois, toucher au pétrole, c'est potentiellement réveiller quelque chose. Une étape supplémentaire chez Poutine ? Ah oui, là clairement, c'est-à-dire que ça le touche au cœur. Il y a l'argent, évidemment, et puis il y a l'image que ça représente pour eux. C'est-à-dire que la marine russe, on rigole pas avec la marine russe, que ce soit la marine marchande ou la marine militaire. Après, il dit quelque chose, Poutine, là, dans sa déclaration, qui est quand même assez fort. Quand il dit on bloquera les bateaux ukrainiens, il faut rappeler que la mer Noire est régie par des accords internationaux, notamment l'accord de Montreux, signé en 1936, qui donne à la Turquie l'autorité des passages du détroit de Bosphore. Et d'ailleurs, la Turquie qui avait été extrêmement rapide et réglo-carré dans l'application des accords de Montreux en février 2024, en chassant 2022, en chassant tous les bateaux qui n'avaient, y compris des bateaux français, qui n'avaient rien à faire dans la zone, en demandant à tout le monde de partir, en fermant les accès. C'est les Turcs qui ont négocié ensuite entre Ukrainiens et Russes les accords de passage pour les céréales ukrainiennes qui pouvaient ressortir. Donc quand Poutine dit ça, là, c'est un message aux Turcs. C'est on va se remettre dans l'histoire et donc des accords internationaux. C'est très juste parce que Erdogan a réagi très très rapidement et lui est le plus inquiet certainement de tous en parlant d'escalade inquiétante. Regardez. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine semble avoir atteint un point où il menace clairement la sécurité de la navigation en mer Noire. Le ciblage de navires marchands dans notre zone économique exclusive vendredi dernier marque une escalade inquiétante. Nous ne pouvons tolérer ces attaques qui mettent en péril la sécurité de la navigation, la vie humaine et l'environnement, en particulier dans notre zone exclusive. Alors voilà, escalade inquiétante. Là, vous avez dit pendant qu'il s'exprimait, Erdogan ne va pas du tout aimer. C'est quoi ? Ça peut être quoi la suite de ce front ? Est-ce que je me trompe en parlant de front, un front supplémentaire en mer d'ailleurs ? Oui, de toute façon, on a vu que c'était un enjeu extrêmement important et pour les Ukrainiens et pour les Russes, et que si Poutine décide, comme le disait Lucas, de montrer les muscles, de couper les accès aux Ukrainiens à la mer Noire, ça change quand même radicalement la donne. Et comme on vient de l'entendre, Erdogan ne laissera sans doute pas faire. Alors, en fait, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Russes montent la barre très très haut. Et le problème, c'est il faut pas oublier, il y a une notion de dérapage ou en tout cas une notion d'escalade. Et on n'arrive pas à la maîtriser. Et c'est le cœur du problème, parce qu'on a une guerre qui est relativement localisée en Ukraine. L'objectif du monde entier, c'est qu'elle reste localisée en Ukraine, trouver des solutions. Et on voit que les Ukrainiens ont intérêt, eux, compte tenu du contexte, ont intérêt, eux, à la diffuser. Parce que c'est comme ça qu'ils vont trouver d'autres solutions internationales. Et donc, malheureusement, les Ukrainiens vont diffuser ce conflit un peu partout pour pouvoir déclencher une réaction internationale et qui les aide et qui les appuie principalement. Vous voyez acquiescer, Stéphane Courtois, allez-y. Là aussi, on voit que M. Erdogan est très mécontent. C'est chaud. Et d'ici qu'on voit des troupes russes débarquer en Afrique, pourquoi pas ? Enfin, tout devient possible maintenant. D'ailleurs, je pose la question aux techniciens, comment Poutine pourrait-il fermer... Avec des navires de guerre.
Avec ça des navires de guerre. Mais ça serait une déclaration de guerre. Avec des mines. S'ils minent le Bosphore, c'est fini. Oui, mais alors là, c'est la rupture d'un accord international qui tient depuis 90 ans. Non, mais alors là, on va tout droit vers une guerre mondiale. Non, mais attendez, ça serait pas donc on a raison de penser, de s'arrêter sur cette histoire, premièrement, et d'estimer que c'est même un front sous-estimé d'ailleurs. C'est un front sous-estimé. C'est un front qui vient de s'ouvrir. Il approche. Qui vient de s'ouvrir. Et y compris pour Poutine. Donc affaire à suivre. Parce que jusqu'à présent, ça tenait grâce à l'intervention de la Turquie qui avait réglé ça de manière optimale depuis le début de la guerre. Et là, ça peut bouger. Mais enfin, il faut rappeler que la Turquie a défendu son espace aérien contre les Russes. En Syrie, en détruisant les Russes. Mais bien sûr. En 12 secondes, il a fallu. Combien 12 secondes. 12 secondes. Entre l'apparition de l'avion sur le ciel. Donc je pense que si la destruction de l'avion. Un navire soviétique qui vient mettre des mines dans le secteur, ça sera peut-être plus long que 12 secondes, mais... Bon, voilà encore un soir où nous ne vous aurons pas rassuré. je le concède. Stéphane Courtois, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, historien co-auteur du livre noir de Vladimir Poutine. Toujours un plaisir, bien évidemment. Un plaisir de tous vous avoir. Lucas Manger, Elisabeth Shepard-Selam, Grégory Phillips et Colonel Perdrion. Merci à vous de nous avoir regardés.